Alors, notre invité aujourd'hui, comme vous le connaissez d'habitude, invité exceptionnel. Nous aurons deux invités juste après le docteur Bogasako Gervais. Nous aurons donc le docteur Eric Eli. On fera le tour donc de l'actualité après la décision du Conseil constitutionnel, démocratie confisquée ou état donc de droit. Voilà donc les questions que nous nous posons, mes chers amis. Et surtout, nous savons que les Ivoiriens ont été très affligés hier par rapport à cette décision. Actualité oblige, donc le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle. Plusieurs candidats des poids lourds, Laurent Gbagbo, Titi Amtiam, Afin Guesson, Assalé Timoko Antoine, Vincent Tobi, etc., ont été écartés, ainsi que 55 autres dossiers de candidature, disons, ont été donc invalidés. Le constat est clair. Colère, frustration, soupçon donc de confiscation donc du processus démocratique. La question centrale, la Côte d'Ivoire s'éloigne-t-elle d'élections donc inclusives et d'une, j'allais dire, véritable démocratie? Voilà la grosse question que nous posons. Alors, pour notre invité que vous connaissez, nous allons encore le présenter encore. C'est Maître Bogasako Gervais, enseignant, chercheur, militant donc des droits humains, président donc de la FIDOP, qui est de la Fondation ivoirienne pour l'installation donc et la surveillance, je pense, donc des droits de l'homme et de la vie politique. Il est dans un exil depuis le mois donc de juin 2025, acteur engagé pour la démocratie et la paix, connu donc pour ses prises d'opposition franches et son rôle de vigie citoyen. Son franc-parler, croyez-moi, euh, non seulement interpelle donc les Ivoiriens, mais les Ivoiriens sont d'accord. Parce qu'ils disent avec ce monsieur, c'est what you see, what you get. C'est-à-dire avec Dr Bogasako, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, sans langue de bois. Docteur Bogasako Gervais, merci beaucoup d'avoir accepté donc notre interview ce matin. Comment allez-vous? Bonjour, cher ami Jacques Roger. Je salue tous les Ivoiriens, tous les Africains et le monde entier qui nous regarde. Je me porte bien par la grâce du divin et je voudrais te remercier aussi, cher frère, de nous donner l'occasion d'analyser. C'est l'actualité qui nous appelle ce matin et c'est la Côte d'Ivoire qui toujours chapeaute notre dévouement. Merci beaucoup pour cette occasion que nous allons prendre pour essayer d'éclairer un tant soit peu nos compatriotes qui voudraient bien nous entendre et nous écouter. Voilà, merci beaucoup, Maître Bogasako Gervais. Nous commençons donc très rapidement. Je sais que vous avez suivi donc le Conseil constitutionnel hier. Quelle lecture faites-vous donc de la décision définitive publiée par le Conseil constitutionnel? Alors, merci. La première chose que je voudrais dire, on peut tous se demander, est-ce que le Conseil constitutionnel, finalement, a dit le droit? Bon, plusieurs spécialistes se sont déjà succédés sur plusieurs plateaux pour expliquer son rôle, sa mission, etc. Et donc, on va pas vraiment revenir là-dessus, sauf que la liste qui a été retenue, pour nous, reste discutable en ce sens qu'il y a plusieurs personnalités à qui la Côte d'Ivoire s'attendait dans sa globalité qui ont été effectivement ignorées, qui ont été effectivement écartées. Et puis, le Conseil constitutionnel a évoqué un certain nombre d'arguments qui nous laissent pantois, parfois interrogatifs également, mais surtout dubitatifs. S'agissant, par exemple, de la candidature de M. Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel n'a pas sourcillé un tant soit peu pour valider sa candidature, ce qui laisse comprendre que le dossier n'a pas été analysé au fond, à savoir si y a-t-il nouvelle république ou non, y a-t-il, comment dirais-je, quatrième mandat ou non. Le Conseil constitutionnel n'est pas rentré dans ce débat-là. Et je vous l'avais dit ici, en faisant une analyse, que le Conseil constitutionnel allait agir comme, exactement comme celui de 2015, qui avait dit, pas celui de, oui, exactement celui de 2015, parce que 2010, une ordonnance permettait à M. Ouattara de faire un seul mandat, et puis en 2015, le Conseil constitutionnel qui avait pris
le nouveau président qui avait pris la place de M. Vaudier, le professeur, et donc avait dit par dérivation, dès l'instant où une autorisation a été donnée, il a gagné, soi-disant, donc il a droit à un deuxième mandat. Par dérivation, il avait été retenu. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui se produit. Le Conseil constitutionnel estime qu'il a fait un premier mandat dans sa troisième république, donc dans le deuxième mandat va de soi. Si bien que les requêtes qui tendaient à demander à M. Ouattara de produire son document de renonciation de sa nationalité a été considéré comme irrecevable, alors que, et sous prétexte que le PDCI et le PPACI ont été déboutés, alors que ce n'est pas vrai, parce que le PDCI et le PPACI n'étaient pas candidats à l'élection présidentielle. Ce sont des partis politiques bien constitués, régulièrement, qui ont saisi le Conseil constitutionnel à l'effet de lui demander que M. Ouattara produise la renonciation, son acte de renonciation de sa nationalité burkinabé ou américaine, etc. Donc, tous ces gens ont été déboutés. Donc, moi, je ne suis pas surpris que le Conseil constitutionnel soit allé dans ce sens. De même, il y a un autre argument qui peut nous laisser dubitatif et pantois, s'agissant, par exemple, des dossiers de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidjane Thiam. Vous avez vu que là encore, le Conseil constitutionnel n'est même pas rentré dans le fond. Il n'a même pas fait allusion comment à la recommandation ferme du Comité des Nations Unies des droits de l'homme qui demandait que la Côte d'Ivoire respecte l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vous voyez que là encore, le Conseil constitutionnel a contourné le débat. Il s'est juste contenté de dire que M. Gbagbo, par exemple, prenant le cas du président Gbagbo, il n'aurait pas réussi à réunir 1% de 15 régions du pays sur les 32, les 36 ou 32, et 2 districts. Ce qui est vraiment une aberration. Ce qui est vraiment une aberration, là où Mme Henriette Labou, qu'elle m'excuse de prendre son exemple, dont le parti est pratiquement inconnu, a réussi à réunir toutes les candidatures, tous les parrainages, pardon. M. Assalé Tiemoko, qui est vraiment très en vogue dans le pays, n'aurait pas réussi à les réunir. M. Afin Guessan non plus, pour ne citer que ceux-là. Donc, vous voyez qu'il y a certains éléments qui nous amènent à réfléchir. Et d'ailleurs, cher ami, Jacques Roger, je m'en vais vous dire que j'ai l'impression, et peut-être beaucoup d'Ivoiriens avec moi, que le parrainage est un beau prétexte pour exclure celui que l'on veut. Rappelez-vous qu'en 2020, mon cher ami et frère Kwadjo Kona Bertin, qui était pratiquement un électron libre, un candidat indépendant, il ne relevait même pas du PDCI, mais il avait réussi, comme par miracle, à réunir tous les parrainages. Vous voyez, tout cela, ce que cela m'amène à dire, c'est que la question du parrainage, la condition du parrainage devient, à mon sens, un beau prétexte fallacieux pour pouvoir écarter aisément, mais facilement, des candidats qu'on n'aimerait pas voir en lice. Et quand le Conseil constitutionnel prend cette décision-là, on n'a même plus le moyen de vérifier si elle est vraie, si elle est fondée ou pas. Parce qu'on ne discute pas avec le Conseil constitutionnel. Et ce qui nous amène dans la réflexion à nous interroger sur le rôle de la Commission électorale indépendante. Chers amis, regardez ce que je m'en vais vous dire. De façon objective, de mon point de vue, les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution devraient être celles débattues au Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si vous suivez très bien mon analyse. C'est-à-dire que, puisque le Conseil constitutionnel, il est là pour vérifier la conformité des décisions, des lois avec le Conseil, avec la Constitution. Donc, l'article 55 qui prévoit les conditions d'éligibilité, de mon point de vue, devrait être ceux-là qui devaient préoccuper le Conseil constitutionnel. Par contre, les conditions qui ont été établies par la loi, par le code électoral, de mon point de vue, devaient être contrôlées par la commission électorale indépendante.
Que veux-je dire par là? La commission électorale est une commission technique. Elle vous a demandé, selon le code électoral, des parrainages. C'est à elle de vérifier, en votre présence, de vérifier si vous remplissez les conditions des parrainages, si vos parrainages sont bons. Si ce n'est pas bon, vous avez un délai qui vous est imparti de 2 jours où vous partez sur le terrain pour pouvoir le compléter. Parce que l'objectif n'est pas de vous rejeter. L'objectif, c'est de vous donner droit de participer à l'élection présidentielle. Si vraiment cet objectif était dans l'esprit de la commission électorale, c'est à elle de vous dire, cher monsieur, nous avons fait les recoupements en votre présence. Il se trouve que sur vos plus de 30 000 parrainages, il y a 10 000 qui ne sont pas bons. Vous avez 2 jours pour revenir. Si vous n'êtes pas revenu, c'est votre problème. De façon à ce que, quand la commission électorale transmet cela au Conseil constitutionnel, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat en la matière parce que la commission technique qui travaille mécaniquement a déjà fait le travail. Parce que ce n'est pas au Conseil constitutionnel de rentrer dans les listes électorales, dépoussiérer, compter, recompter, ce n'est pas son job. Et donc, de mon point de vue, la commission électorale devrait pouvoir le faire. Mais quand je le dis, je n'accuse pas forcément les membres. J'accuse peut-être la loi. Et c'est pour cela que, comme aucune loi n'est parfaite, on devrait pouvoir améliorer la loi, le code électoral, pour que cet aspect-là soit réglé. Les questions pratiques, parce que j'ai des amis au PPACI qui m'ont appelé pour dire oui, mais les parrainages ont été vérifiés à la CEI avec des agents de la CEI et ça a été confirmé que tout était bon. Alors, comment se fait-il qu'arrivé maintenant au Conseil constitutionnel, on dit que ce n'est pas bon? C'est pour cela que je me dis, est-ce que la question du parrainage n'est pas un alibi bien trouvé pour écarter qui on veut? Voilà un peu une... Docteur Bouga, le problème du parrainage dont vous faites allusion, hein, ça a été donc, disons, imposé avec l'accord des partis politiques, dont les partis d'opposition. Est-ce qu'ils se sont fait avoir, à votre avis? Bon, vous savez, je ne crois pas qu'ils aient accepté de mauvaise foi que cela soit. Vous savez que la démocratie est un processus. La démocratie est un apprentissage. Nous sommes des jeunes démocraties et autant que faire se peut, nous devons travailler à améliorer notre démocratie. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient de bonne foi, ils étaient de mauvaise foi. Non. Au fur et à mesure que nous évoluons, notre système démocratique, notre système électif, on doit pouvoir l'améliorer. Lorsqu'on a essayé quelque chose et que ça ne marche pas, il faut l'améliorer. Parce que les arrangements que font les partis politiques entre eux là, le peuple n'est pas témoin de cela. Et donc, c'est le peuple qui décide en démocratie. On a un parlement et puis les citoyens ont le devoir aussi. Donc, de ce point de vue-là, ce système-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. C'est un peu comme, j'ajoute, la CEI, elle s'est comportée selon la loi, si je m'en tiens à ce qui a été fait, elle se comportait comme une boîte aux lettres. Un jeune homme vient, il n'a pas 35 ans. Il vous dépose un dossier alors qu'il n'a que 24 ans ou bien 25 ans. Franchement, pourquoi voudriez-vous que le Conseil constitutionnel perde son temps à aller travailler sur cette question-là? De mon point de vue, c'est un élément qui n'est pas du tout en conformité avec la loi. Et donc, nous devions pouvoir revoir la loi électorale, le code électoral, pour que la commission électorale nous facilite un peu la tâche. C'est ce qui a donné toutes ces candidatures qu'on peut considérer comme, j'allais dire, fantaisistes, sans que leurs auteurs soient des plaisantins ou bien des farfelus. Ça veut dire que les gens ont exprimé leur volonté de participer à la magistrature suprême, à l'élection présidentielle, mais ils ne remplissaient pas le minimum de la condition. C'est comme la question des 50 000 francs. Quand vous faites le bilan, vous voyez que même pas la moitié n'a déposé les 50 millions. La question des 50 millions. Vous voyez, donc, tout ça, c'est des choses à revoir. Donc, globalement, si je dois me résumer sur cette question, j'estime que, de mon point de vue, le Conseil constitutionnel n'a pas dit effectivement le droit, parce que dire le droit, c'est d'abord nous sortir sa position claire sur le 4e mandat de M. Ouattara. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé là-dessus. Il s'est juste contenté de considérer irrecevable
la plainte de ceux qui disaient que M. Ouattara avait, son dossier n'était pas complet parce qu'il n'y avait pas la renonciation de la nationalité burkinabé. Burkinabé, par exemple. Vous voyez? Donc, le Conseil constitutionnel a éludé le débat, a contourné le débat. Sur les questions de M. Gbagbo et de M. Tiam Tiam, je suis vraiment outré qu'on trouve un alibi aussi farfelu que celui du parrainage pour évacuer le dossier de M. Gbagbo, ou alors que le fait qu'il ne figure pas sur la liste électorale lui interdit de se présenter à l'élection présidentielle, que ce soit pour lui-même ou pour M. Tiam Tiam. Mieux vous suivre, docteur Bogasako, puisque vous dites que le Conseil constitutionnel n'a pas réellement, disons, dit le droit. Allons-y pas à pas. Prenons d'abord le cas de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam. Bon, s'agissant du président Laurent Gbagbo, je l'ai dit tantôt, M. Laurent Gbagbo a été victime d'un faux procès. Un faux procès et un mauvais procès. Il est faux parce que l'argument de base, le cas de la BCAO n'est pas vrai. La BCAO dit qu'elle n'a jamais été attaquée, elle n'a jamais été victime de quoi que ce soit. Le procès est mauvais parce qu'en bien des points, il n'a pas respecté le statut même de l'ancien président qui va être jugé par une cour ordinaire. Les conditions n'étaient pas réunies. La Côte d'Ivoire l'a amené à la Cour pénale internationale. Elle ne peut donc pas dire qu'elle ne savait pas où il était. Donc, en tout point de vue, c'est très clair, M. Gbagbo, qui s'apprêtait à être acquitté par la CPI, le pouvoir d'Abidjan ayant vu le danger venir, a préféré le clouer au niveau juridique en Côte d'Ivoire pour qu'il ne prétende pas briguer la magistrature suprême de son pays s'il rentrait. Et là où on voit vraiment la preuve, c'est que à côté de M. Gbagbo, on a amnistié certains autour de lui, sauf que lui-même n'a jamais été amnistié. Il n'a été simplement que gracié. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il ne participe pas à l'élection. Et donc, voilà un peu. Mais dans le cas de Tidiane Thiam, j'espérais vraiment, comparé même au cas du président Laurent Gbagbo, j'espérais, et je vous l'ai signifié ici, au cours d'un de nos débats, j'espérais que vraiment le Conseil constitutionnel rétablisse le président Tidiane Thiam dans ses droits. À l'heure où nous parlons, à l'heure où le Conseil constitutionnel se prononce, M. Tidiane Thiam remplissait toutes les conditions pour être un candidat. Sauf que, au plan politique, on a décidé de ne pas faire la révision de la liste électorale simplement pour ne pas lui permettre de refigurer sur la liste. Encore qu'il a été éjecté de la liste électorale par une mauvaise décision de justice. La juge a tablé sur la question de sa nationalité plutôt que d'évoquer ce pourquoi il avait été convoqué. Vous voyez que toutes les conditions sont réunies pour dire que sur les cas de ces deux personnalités, le droit n'a pas été dit et le Conseil constitutionnel nous a laissé sur notre fait. C'est pour ça que ma conclusion sur cette question du Conseil constitutionnel, pour qu'on puisse évoluer, c'est de dire que si elle n'a pas dit le droit, est-ce qu'au final, le Conseil constitutionnel en l'état n'est pas, si vous voulez, une institution phagocytée par l'exécutif? Et je pèse mes mots. Au regard de la loi, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés de façon suivante. 4 par le président de la République, 2 par l'Assemblée nationale, un membre par le Sénat. Or, il se trouve que ces trois institutions sont pratiquement contrôlées à tout point de vue par le parti au pouvoir. Et donc, nous avons le droit de considérer que les 7 personnalités du Conseil constitutionnel émanent du parti au pouvoir, ce qui est tout à fait différent aux États-Unis. Vous-même, qui êtes pratiquement américain, en le disant sans savoir votre nationalité, regardez, aux États-Unis, il y a 2 tendances fortes. Il y a les républicains et les démocrates. Et la Cour suprême est composée de membres de façon équitable, ayant une tendance républicaine, ayant de l'autre côté une tendance démocrate. Et la 7e personne, ou bien la 9e, qui va trancher, est toujours du ressort de celui qui est au pouvoir, de façon à ce que, quand il aura un ballottage, il puisse avoir la faveur. Donc voilà un peu comment, dans les grandes démocraties, ça fonctionne. Mais en Côte d'Ivoire, on ferme les yeux. L'Assemblée nationale, qui est pratiquement monocolore, donne les 2 personnalités. Le président lui-même, il s'est fait plaisir. Certains vous diront que... Pardon?
Certains vous diront que c'est la loi. Si l'opposition Mais, prenait l'Assemblée nationale, l'opposition aurait pu donc proposer des personnes. Si l'opposition contrôlait donc le Sénat, c'était la même chose. Qu'on ne peut pas dire que c'est la faute incombe au parti au pouvoir. Alors que répondez-vous par rapport à ça? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison? mais je réponds que je suis assis ici en ma qualité de défenseur des droits de l'homme, sans être un partisan. Et je fais une lecture intellectuelle. Et puis, je veux améliorer mon pays. Je vous ai dit que la démocratie est un apprentissage. La démocratie est un processus. Même les grandes démocraties, là, elles continuent de s'améliorer. Elles D'accord. continuent de se parfaire. Ça n'a pas fait. Donc, en Côte d'Ivoire, voilà, en Côte d'Ivoire, la loi sur la question du Conseil constitutionnel, il faut la revoir et le Conseil constitutionnel ne garantit pas. Il y a quelqu'un qui a fait une bonne proposition qui dit, mais on peut demander à la magistrature, à tous les magistrats, de voter les 7 membres du Conseil constitutionnel. On peut le faire. On peut leur demander de voter entre eux, dans leur corporation, parce que dans chaque corporation, cher ami, dans chaque corporation, chacun connaît qui est qui. Quand vous allez à l'université, nous savons qui sont les grands maîtres. Des gens dont on ne peut pas discuter de la probité, de, D'accord. de leur, de leur, de Nous sommes, leur opiniâtreté. Boga, nous sommes pris par le temps. On va rapidement évoluer. Donc, que pensez-vous? Vous avez déjà parlé un tout petit peu, mais je vous permets d'être beaucoup plus explicite. Que pensez-vous donc de la question donc des parrainages? Peut-on donc sérieusement croire que M. Gbagbo, Afin sans Assalé, n'aurait pas eu donc 1% dans la moitié donc des régions donc du pays, hein? Et Henriette Lagou, elle a pu obtenir. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais je préfère que vous soyez encore plus explicite. Non, 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 je pense que je l'ai dit et je vais beaucoup la question là-dessus. J'ai dit et j'estime que la question du parrainage, je comprends de mon point de vue, selon ma lecture, que c'est un alibi, un gros alibi, un gros piège, un gros prétexte qui a été introduit pour permettre à celui qui veut piper l'élection de trouver un argument des plus basiques, des plus faciles pour éjecter. D'accord. Mais je voulais faire, voilà, mais je voulais faire, avec votre permission, une observation qui me paraît importante. Sur les candidats retenus, sur les candidats, les 5 candidats retenus, bon, je parlerai des 4 candidats retenus parce que M. Ouattara, ce n'est même pas un candidat retenu, c'est un candidat proclamé, déjà même vainqueur. Et selon même eux, au premier tour. J'ai vu les réactions des Ivoiriens pro-opposition, pro-Gbagbo ou pro-Tiam Tiam, être un peu dur avec les personnalités qui ont été retenues. Je trouve que ce n'est pas juste. Cher ami, je vous avais fait devant vous une analyse. Je crois que l'une de notre toute dernière émission était de m'insurger contre les gens qui ont adopté la stratégie de la négociation, la stratégie de la paix, penser, accuser les autres qui sont dans la rigidité, dans la fermeté face au régime Ouattara. Je vous l'avais dit ici. Et dans une autre émission, j'avais précisé que si j'avais été à Abidjan, je serais dans les 2 temps. Et si vous vous rappelez, j'avais dit que je serais avec Mme Gbagbo et les amis Chablé, Boudé et autres, puisque j'ai travaillé avec eux pour que M. Ouattara vienne à la table de négociation. Mais en même temps, le lendemain, je serai dans ma tenue pour aller aussi à la marche avec, parce que les deux voies-là visent le même objectif. Je ne suis pas d'accord que des Ivoiriens fassent des vidéos, fassent des commentaires, mais désobligeants à l'endroit des candidats qui ont été retenus. Oui, Madame Gbagbo n'était pas docteur Boga, présidente. Non, mais je viens. par rapport à ça, est-ce que Mme Simone Gbagbo, ça n'a pas été une erreur politique, le fait d'abord de féliciter donc le Conseil constitutionnel, de féliciter même la décision et de dire que le Conseil constitutionnel a dit le droit? Est-ce que ça n'a pas été une erreur de sa part? Elle n'a pas dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit, elle a dit qu'il a fait son travail. Mais je vais vous dire, et c'est justement pour ça que je voulais dire ceci. Mme Gbagbo n'est pas la présidente du Conseil constitutionnel. Mme Gbagbo n'est pas le RHDP. Mme Gbagbo n'est qu'une candidate qui a bénéficié d'une décision du Conseil constitutionnel. Mais cher ami Jacques Roger, je voudrais qu'on soit honnête. Si M. Tidiane Thiam avait été retenu, qu'aurions-nous fait? On n'aurait pas crié Titi, président, Titi, président. Soyons honnêtes. Si M. Gbagbo avait été retenu, on n'aurait pas crié Gbagbo, président. On allait être heureux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plutôt que d'attaquer Mme Gbagbo,
qui n'est que bénéficiaire d'une décision, même mauvaise, du Conseil constitutionnel, mais apprenons-nous au Conseil constitutionnel comme nous venons de le faire dans notre première analyse. Mais pourquoi s'en prendre aux personnes qui ont bénéficié? Maintenant, je vais répondre à ta question précisément en disant que le Conseil constitutionnel a fait son travail. Mais pour elle, puisque dans mon pays, dans notre pays là, c'est la croix et la bannière pour avoir du droit. C'est-à-dire que ce dont nous avons droit là, on se met à genoux pour le commander au pouvoir d'Abidjan. Sinon, Mme Gbagbo n'était pas la seule à candidater, il y avait 60. Et parmi les 60, là, il y avait M. Gbagbo, il y avait M. Tidem Tia. Donc, si elle, dans ce lot-là, elle a été retenue, mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle en jubile? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle soit heureuse? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle exprime sa joie? Personne, personne ne défend dans ce cas-là la candidature de l'autre. Nous tous, on était candidats. Toi, on ne t'a pas retenu. Moi, on m'a retenu. Non, docteur Boga, si je suis votre raisonnement, elle a le droit de jubiler, d'exprimer son intériorité. Les autres aussi ont le droit aussi de critiquer ce qu'elle a dit. C'est ça aussi la démocratie. Et Non, mais justement, une minute. justement, c'est ça que je suis d'accord. Sauf que c'est ce que je ne souhaite pas. C'est-à-dire que il ne faut pas que je m'en prenne à toi parce que toi, tu estimes que tu es content. Parce que moi, je peux, cher ami, moi, je peux appeler ça de l'émotion. La dame, elle a été retenue, elle est heureuse, elle bénit Dieu, et puis elle dit, Conseil constitutionnel, merci, tu as fait ton travail. Toi, tu estimes que ce n'est pas vrai, mais tu t'en prends pas à elle. Madame Gbagbo n'est pas la règle. Ce n'est pas elle qui est la loi. Elle exprime ce qu'elle ressent. Maintenant, toi, qui n'as pas été retenu, comme je viens de le faire ici, je ne suis pas d'accord que M. Gbagbo n'a pas été retenu. Je ne suis pas d'accord que M. Tidjane Tia n'a pas été retenu. Je ne suis pas d'accord qu'Assalé Tiemoko n'a pas été retenu. Je ne suis pas d'accord que M. Vincent Tobi n'a pas été retenu. Je l'exprime. Mais je me réjouis que Mme Gbagbo soit heureuse qu'elle ait été retenue. Je me réjouis que M. Domelo ait été retenu. Et comme je me réjouis que M. Jean-Louis Billon ait été retenu. Ça, ce n'est pas moi qui ai voulu qu'il soit retenu. C'est le Conseil constitutionnel qui les a retenus. Et maintenant, j'ai le droit aussi de dire que M. Ouattara s'est choisi ses adversaires. J'ai le droit de le dire aussi. J'ai le droit de dire que je pense. Et ça, ma pensée là, on ne peut pas me dire ma pensée. Je pense que M. Ouattara a fait sa liste, il a choisi ses adversaires, et même ceux qui n'étaient pas à jour, qui ne remplissaient pas les parrainages, on leur a trouvé les parrainages. Et je pense. Mme Sibone Gbagbo, c'est de participer aux élections présidentielles ou de les gagner. Alors que vous savez qu'elle ne peut pas gagner ces élections-là sans les voix de l'opposition, du PDCI et puis du PPACI. Donc, ce qu'elle va dire, comme on le dit en Afrique, elle doit tourner sa langue au moins 7 fois avant de sortir, parce que la perception peut certainement créer une confusion. Je vous comprends, mais ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, le fait d'être retenu candidat, est-ce que cela préfigure, cela présage que l'élection sera transparente et qu'on pourrait avoir un Diomaye Faye? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont estimé qu'au Sénégal, celui qui est devenu président n'était pas celui qui était attendu. Il était totalement inconnu, il était inattendu, en tout cas inconnu pour le reste du monde. Et puis, à la dernière minute, il est devenu président. Est-ce que nous sommes dans le même cas de figure? Je dis non. Et c'est en cela que tu me permets de dire, chers amis qui avaient été retenus, notamment Mme Gbagbo, pour qui je suis personnellement heureux pour elle. Je suis heureux pour elle parce que c'est un combat, quand on est politicien depuis tant d'années et qu'on veut aussi briguer la magistrature suprême et que le pays dans lequel on vit ne nous le permet pas, parfois il faut se dire, peut-être qu'il faut prier Dieu, il faut remercier Dieu lorsque dans ce brouhaha-là, votre nom est retenu. Soit. Maintenant, ce que vous dites est pertinent. Si Mme Gbagbo veut gagner l'élection, mais il y a du travail à faire. Quel est ce travail-là? C'est maintenant qu'en tant que candidat retenu, en tant que candidat à l'élection présidentielle, la voix de Mme Gbagbo change. Elle devient crédible. Elle devient présidentielle. Et ce que je dis de Mme Gbagbo, c'est valable pour M. Billon, c'est valable pour M. Domelo. Mme Henriette Lagou, je ne la considère pas trop parce que je vois souvent qu'elle vacille avec le pouvoir d'Abidjan. Donc, qu'elle m'excuse. C'est ce que je pense. Donc, c'est maintenant que ces trois candidats dont j'ai parlé,
puisse se retrouver, par exemple, Mme Gbagbo peut le faire, elle qui est habituée à appeler les gens à réfléchir, ils peuvent dire, signer une tribune pour dire au pouvoir d'Abidjan, nous sommes candidats à l'élection présidentielle, nous doutons de la liste électorale, nous doutons de l'objectivité de la CEI, nous exigeons que ces conditions-là soient réunies avant l'élection. Parce que, cher ami Jacques Roger, et votre question est pertinente, en l'état actuel des choses, vous allez face à M. Ouattara, vous allez lui permettre de gagner au premier tour. Vous allez lui donner l'occasion de se proclamer vainqueur au premier tour. Il va dire qu'il a gagné avec 51%. Il va dire qu'il a gagné avec 52%. Et on dira que oui, Mme Gbagbo a été boycottée par l'opposition, M. Jean-Louis Billon a été boycotté par l'élection, donc c'est normal que M. Ouattara soit candidat. Or, je ne crois pas que ce soit l'objectif de Mme Gbagbo que d'aller figurer. Je ne crois pas que ce soit le but de M. Domelo que d'aller figurer à cette élection. C'est pour cela que certains parlent il y a 4 KKB. Je l'ai lu aussi quelque part. Je ne vais pas leur faire l'insulte parce que je les respecte tellement, je les considère tellement, ce sont de hautes personnalités, mais j'estime que vous avez là l'occasion, elles ont là l'occasion de peser sur l'élection, de peser sur le parti au pouvoir. Parce qu'en tant que candidat déclaré, leur parole a maintenant de la légitimité. N'oubliez pas que, mon cher Jacques Roger, ce sont des personnes qui ont bénéficié des parrainages des Ivoiriens, dont leur parole compte. Et donc, elles sont bien placées, ces personnalités-là, pour demander au président de la République que la liste électorale soit révisée, que la CEI soit contrôlée, à la limite même que les candidats envoient à la CEI leurs représentants. Ça, j'ai fini de le dire, mais le reste du combat, je voudrais qu'on en parle en bouclant cette émission, s'il te plaît. Rapidement. Merci beaucoup, docteur Bogassako. Alors, pour nos auditeurs, nous avons eu un petit contretemps. Le docteur Eric Eddy ne sera pas avec nous tout à l'heure. Ça sera donc le jeudi prochain. Voilà. Nous allons conclure avec le docteur Bogassako. Quelle suite, docteur Bogassako, pour la démocratie en Côte d'Ivoire? Quelle perspective pour l'opposition, la société civile et même la jeunesse après donc, cette décision? Écoutez, je crois que je vais être très clair et je vais être logique. Autant, je considère que les 4 candidats retenus en dehors de celui du pouvoir qui considère qu'il a déjà gagné au premier tour, j'ai salué leur candidature retenue. Ce n'est pas eux qui ont fait la loi. C'est comme je le disais hier, hein, je fais une petite parenthèse. Hier, j'ai dit dans les conférences en Europe, on a accusé M. Laurent Gbagbo pour rien, on l'a envoyé à la CPI pour rien. Ce n'est pas lui le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit qu'il a gagné, mais lui, il a bénéficié d'une décision. Pourquoi c'est lui on prend et on envoie à la CPI? C'est pratiquement la même chose. Et ils n'étaient pas Conseil constitutionnel. Ils sont des bénéficiaires d'une décision. Donc, souffrons qu'ils jouissent de leur victoire et de cette étape. Mais nous, en même temps que je le dis, il y a aussi ceux qui ont engagé le combat depuis lors. À l'état actuel, M. Ouattara est déjà président. À l'état actuel, M. Ouattara est déjà président. Parce qu'il a trié ceux qui peuvent lui faciliter une victoire. Comme en 2020, c'est vrai que M. Bédier était candidat, Afingessa était candidat, il n'avait pas voulu aller à l'élection. Mais le fait de retenir M. Kakabe et aller à cette élection-là, c'était facile pour lui. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il est dans cette même logique. C'est pour cela que l'heure a sonné pour que ceux qui étaient dans le mouvement Trop c'est trop, ceux qui ont créé le Front commun, donnent de la voix. Regardez, je suis édifié parce qu'en même temps que nous faisons cette émission, en ce samedi 9, en ce mardi 9, de l'autre côté à Paris, le 10, mercredi 10, toute la France se lève pour demander la démission de qui? Monsieur, quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, un opposant, il a dit clairement que nous allons aller dans la rue pour demander la démission du président de la République. Et ça, ce n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire que c'est en Afrique, avec le pouvoir Ouattara, là, que le fait d'exprimer sa pensée, tu commets un crime. Mais là, on est en France. Parce que, mon cher ami, l'histoire nous dit qu'en France, là, le peuple s'est soulevé contre un roi, le roi Louis XVI. On était en 1789. Et le roi Louis XVI a été évincé par un peuple qu'il a guillotiné avec sa femme. Donc, la France a une culture de démocratie et des droits de l'homme.
les Français disent que le Premier ministre étant tombé, cela va faire le 5e, Bayrou, François Bayrou étant tombé, les Français se sont donné rendez-vous le 10. Et cette manifestation-là est légale, elle est autorisée. Et ils vont manifester pourquoi? Ils disent qu'ils vont manifester pour demander la démission du président de la République. On ne peut pas les arrêter. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Alors j'appelle les membres du Front commun à se retrouver, à se parler et à définir des dates de manifestation massive. C'est maintenant qu'il faut manifester. Et si le pouvoir interdisait les manifestations de masse, c'est le pouvoir lui-même qui aura autorisé de fait les manifestations non contrôlées. Parce que c'est le droit. Regardez comment les gens sont frustrés. En démocratie, c'est un droit que d'exprimer sa frustration à l'état public. Maintenant, si vous refusez que nous exprimions notre frustration de façon régulière au regard de la loi, mais vous nous donnez le droit d'exprimer notre manifestation de façon incontrôlée. Et j'ai dit. Voilà, merci beaucoup, docteur Bougassako Gervais. Et avant de vous laisser partir de la toute dernière question, Abidjan quand même un peu calme, disons la Côte d'Ivoire un peu calme après la décision. Est-ce que vous êtes un peu surpris? Non, pas du tout. Et je me rappelle d'une phrase qu'avait prononcée celui qui a initié le Front commun et celui qui a suscité, celui qui a initié le Front commun et le mouvement Trocetro, le président Laurent Gbagbo, pour ne pas le nommer. Il avait dit, là où l'adversaire vous attend, ce n'est pas là que vous allez. Là où il ne s'attend pas à vous, c'est là que vous réagissez. Et je crois qu'il a raison. Wait and see. Wait and see. Merci beaucoup, docteur Bougassako Gervais. Et surtout, portez-vous bien et bon courage. C'est Voilà. moi. Merci beaucoup.